Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Je vous présente Notre-Dame de Paris, un livre de Héry Routhier et Nadia Lebrun. Alors, il s'agit de deux journalistes d'investigation. Monsieur Héry Routhier s'est rendu célèbre en outant le SMS supposé de Nicolas Sarkozy à Cécilia, si tu reviens, j'annule tout, ce qui ne fait pas de lui un journaliste de premier plan, mais qui nous a bien fait rigoler. Madame Nadia Lebrun est une journaliste également qui a la particularité, je crois, de travailler aujourd'hui pour Russia Today. Donc ces deux journalistes se sont associés pour nous offrir une petite biographie d'une personne pour laquelle j'ai une tendresse particulière, Madame Anne Hidalgo. Alors, éloignez les enfants et que le carnage commence. Alors, on va commencer par regarder un petit peu qui est Anna Hidalgo, de son prénom de naissance, une jeune femme, qui fut jeune jadis, née à Cadix, deuxième fille d'Antonio Hidalgo, électricien au chantier naval, et son épouse Maria, couturière. Alors Antonio Hidalgo était un, entre guillemets, fils de rouge, c'est-à-dire que son père avait été républicain, mais lui n'avait pas d'opinion politique tranchée, et c'est pour des raisons essentiellement économiques que la famille Hidalgo monte en France en 1961 à la recherche d'une vie meilleure. En 1973, la famille Hidalgo demande et obtient la nationalité française. À ce moment-là, Anne, qui a donc 14 ans, devient Anne. Jusque-là, elle s'appelait Anna. Il semble que son changement de prénom ait joué un rôle dans sa personnalité. Elle s'est en quelque sorte identifiée à Marianne, une Française libre et engagée, et elle est entrée en conflit avec son père, à qui elle trouvait des idées espagnoles réactionnaires. Bref, elle a fait sa crise 68arde typique dans sa génération au milieu des années 70. En 1977, elle a rencontré à l'université de Lyon 3 son futur mari, Philippe Jeantet. C'était un fils d'un ouvrier du livre CGT et il se définissait lui-même comme un maoïste opposé aux staliniens du PCF. De quoi fabriquer avec Anne, la 68arde, un couple fusionnel et engagé, et en 1979, Anne épouse Philippe Jeantet. Celui-ci trouve en 1981, avec un DEA de droit public en poche, un boulot dans un syndicat intercommunal. C'est une époque où M. Jeantet entretient en fait son épouse Anne, qui prépare le concours d'inspectrice du travail. Concours qu'elle réussit au deuxième coup en 1982. Et aussitôt, elle en profite pour fuir le monde rural qu'elle n'aime pas et s'installer à Paris, dont elle rêve, et où elle entraîne Philippe, son mari, au départ plutôt récalcitrant. Anne Hidalgo mène ensuite une carrière de fonctionnaire assez classique. Son trajet laisse penser qu'elle est assez habile pour naviguer à l'intérieur des organigrammes. En 1995, on va la trouver chef de mission au ministère du Travail, en poste au Bureau international du travail à Genève. Puis elle se fait détacher à la Compagnie générale des eaux, où elle aurait, semble-t-il, signé un accord sur les 35 heures avant même la loi Aubry. En 1997, elle se fait appeler par Martine Aubry, sa camarade entre guillemets de la CFDT, et elle devient sa conseillère technique dans son cabinet au ministère du Travail. C'est là qu'elle rencontre le polytechnicien Jean-Marc Germain, issu de la direction de la prévision au ministère des Finances. Ce sera le deuxième homme de sa vie. En 1998, Anne Hidalgo va devenir directrice adjointe au cabinet de Nicole Perry, secrétaire d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle.
Qui est Anne Hidalgo à la fin des années 90 ? Eh bien, c'est une fonctionnaire qui a été assez habile pour bien piloter sa carrière, en s'appuyant sans doute sur un réseau à caractère politico-syndical autour de la CFDT. C'est un profil qu'on rencontre, je crois, assez souvent dans les ministères. Des gens qui sont à mi-chemin entre le militantisme politique et la fonction publique, et qui s'appuient sur leur militantisme et les réseaux que ça leur permet de constituer pour progresser en termes de carrière dans une fonction publique où, bien entendu, on ne monte pas pour sa performance, mais plutôt pour sa conformité idéologique. Commence alors une deuxième carrière qu'on n'ose pas appeler une carrière d'élu, puisqu'une particularité de Anne Hidalgo, c'est que figurez-vous qu'elle n'a jamais pu se faire élire au suffrage universel. Elle est devenue maire de Paris grâce au scrutin de liste qui lui a permis de monter à travers les listes sur lesquelles elle était inscrite, et grâce au réseau qu'elle a constitué, et surtout grâce à l'appui inconditionnel et constant d'un certain François Hollande, mais elle n'a en fait jamais elle-même sur son nom propre, avec sa tête sur les affiches en quelque sorte, vraiment gagné une élection. Cette carrière paradoxale d'élu non élu a commencé en 2001, lors des municipales à Paris. Les Fabiusiens poussaient Jack Lang et les Jospinistes Delanoë. Dans le 15e, Fabius avait imposé une dame Pervenche Berès. Parité oblige, les Jospinistes devaient trouver une femme pour lui faire face. Et là, ce sera la chance d'Anne Hidalgo. Daniel Vaillant la présente à Delanoë. Celui-ci sait qu'elle a le soutien de Hollande. Et elle prend la tête de liste PS dans le 15e. Elle est d'ailleurs battue par la liste de droite, mais grâce au scrutin par liste, elle est tout de même élue conseillère du 15e arrondissement, et Delanoë la nomme première adjointe chargée de l'égalité homme-femme et du bureau du temps. Le bureau du temps. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais c'est pas grave. Donc finalement, qu'est-ce qui permet à Anne Hidalgo de s'auto-propulser comme ça au plus haut niveau de la mairie de Paris? C'est simplement que elle est entre guillemets de gauche, elle appartient à une certaine génération de 68ards tardifs, des gens qui étaient trop jeunes pour faire mai 68, c'est encore une enfant en mai 68, Anne Hidalgo, mais des gens qui dans les années 70 se sont inscrits dans le courant d'idées post-68ards, qui se sont ralliés à la gauche, entre guillemets, la gauche de gouvernement, dans les années 80, qui ont donné tous les gages nécessaires de conformité idéologique et de soumission absolue aux représentations dominantes, et justement en plus, au moment où on établit la parité, un gadget socialiste de la fin des années 90 qui permettait de dire que la gauche c'était pas la droite, parce que la gauche c'était le business, le règne du fric, mais avec la parité, eh bien, elle est une femme. Alors formidable, on va la propulser, et voilà comment elle se retrouve première adjointe chargée de l'égalité homme-femme, en plus à la mairie de Paris. Mais sa chance ne s'arrête pas là, car l'année suivante, alors là c'est vraiment le gros coup de peau, un hurluberlu, qui n'aurait jamais dû s'inviter dans cette histoire, mais qui s'y est invité quand même, surgit lors de la nuit blanche voulue par Bertrand Delanoë, où on fait la fiesta à Paris, n'est-ce pas? Ce monsieur s'appelle Azzedine Berkane, on ne peut pas dire que ça soit un modèle de stabilité psychologique, et il poignarde Bertrand Delanoë, qui, le pauvre, se prend un coup de chlasse au passage. Du coup, Delanoë se retrouve à l'hosto, et Anne Hidalgo en profite pour s'imposer, pour s'emparer des dossiers. Elle est la première adjointe, le maire n'est pas disponible, donc elle fait son travail, et elle montre effectivement que d'une certaine façon, elle sait diriger une équipe municipale. Alors en fait, c'est surtout en façade
car Delanoë a pris en charge tout le travail sur dossier depuis sa chambre d'hôpital, mais en façade, Anne Hidalgo assure. Alors elle assure vraiment très bien d'ailleurs, puisque en 2004, apparemment, si j'en crois M. Héry-Routier et Mme Nadia Lebrun, elle réalise un quadruple cumul. Elle est toujours à l'inspection du travail, elle n'a pas officiellement quitté l'inspection du travail, elle est première adjointe à la mairie de Paris, elle a des fonctions au sein du Parti socialiste et dans la région Île-de-France. Chapeau. Ça, c'est du cumul. Tout ça nous amène en 2008, nouvelle élection municipale à Paris. Rebelote, Madame Anne Hidalgo est battue dans le 15e arrondissement, mais rebelote, elle est conseillère de Paris grâce au scrutin de Lust, et rebelote, Bertrand Delanoë fait d'elle sa première adjointe en charge cette fois-ci de l'urbanisme et de l'architecture. Ça devient plus sérieux. La suite est connue. Dans un Paris verrouillé par le Parti socialiste, elle parviendra à succéder à Bertrand Delanoë, et c'est donc, depuis quelques années, la maire de Paris. Alors, ce qui est très frappant dans son parcours, quand même, c'est que c'est une synthèse. Je veux dire, Anne Hidalgo, comme je vous le disais, dans les années 70, c'est une gamine qui se révolte contre son père parce qu'il a des idées pas assez de gauche pour son goût. Elle est en couple avec un maoïste. On va la retrouver comme maire de Paris du dernier bien avec Bernard Arnault, François Pinault, Xavier Niel, Vincent Bolloré, Feu Jean-Claude Decaux, Christophe Cuvillier, Unibail, et compagnie, quoi. C'est ce qui explique en partie sa victoire lorsqu'il a fallu succéder à Delanoë, car Direct Matin, qui a une grosse influence en région parisienne, est la propriété de Vincent Bolloré, et celui-ci avait carrément interdit de dire du bien de Nathalie Kosciusko-Morizet pendant la campagne électorale. En tout cas, c'est ce que nous disent M. Routier et Mme Lebrun. Ce qui est frappant aussi dans le récit que font ces deux journalistes, c'est que on voit très bien que Anne Hidalgo est extrêmement agressive à l'égard de quiconque pourrait se mettre sur son parcours. C'est une arriviste, je crois, forcenée, de façon assez comique. Elle a fait partie des 143 femmes socialistes qui, en 2007, ont pris parti contre la piponisation dont bénéficiait d'après eux Ségolène Royal. Ségolène Royal est apparemment la grande détestation d'Anne Hidalgo. Alors ce qui est très clair aussi, c'est que Anne Hidalgo n'a pas de grande vision politique, si vous voulez. On l'a très bien vu quand elle a essayé de lancer un mouvement après les élections présidentielles 2017 avec Aubry et Taubira. C'était assez ridicule. À quoi ça correspondait? En fait, ça servait surtout à faire oublier qu'elle avait soutenu Hamon et donc participé à son naufrage. C'est typique, si vous voulez, de la personne. Anne Hidalgo n'est pas là pour promouvoir une vision politique quelconque. En réalité, Anne Hidalgo est là pour s'occuper de la carrière d'Anne Hidalgo et surtout pour gérer l'image qui permet de continuer à développer cette carrière. Alors en quoi a consisté la gestion de Paris par cette arriviste féministe de gauche bien pensante? Bon, alors d'abord, ça a consisté dans une hystérisation délirante de la bagnolophobie traditionnelle de la gauche parisienne, avec une erreur en l'occurrence de la part d'Anne Hidalgo qui est que Delanoë était assez malin pour laisser les Verts parisiens assumer leur politique anti-automobiliste, alors que Anne Hidalgo, qui semble faire une fixation réellement personnelle contre la bagnole. Pourquoi, je ne sais pas, mais enfin, semble-t-il c'est le cas, eh bien Anne Hidalgo, elle, a assumé, a repris à son compte cette politique anti-voiture. Alors les Parisiens se plaignent régulièrement du fait que tout semble être fait à Paris pour embêter les automobilistes, et c'est très clairement le cas.
c'est très clairement le cas. Il y a quelque chose de complètement irrationnel hein, dans la détestation de la voiture à Paris. Alors on parle au moment où M. Routhier et Mme Lebrun écrivent leur livre d'un système de vignettes visant officiellement à chasser le diesel de Paris. Mais il s'agit probablement surtout de faire rentrer des dizaines de millions d'euros dans les caisses de la mairie de Paris parce que la mairie de Paris est en très grande difficulté financière. Quelques chiffres rapidement, l'évolution de l'endettement de la ville de Paris. En 2001, à la fin de l'ère Tibéri, c'était 1,1 milliard d'euros. Fin 2017, 5,5 milliards d'euros. Dans la réalité, Paris est ruiné. On s'attend à un endettement de 7,5 milliards en 2020, ce qui représentera en 5 ans une augmentation de 120%. Donc une très grande partie de cet endettement supplémentaire est à imputer à Anne Hidalgo. En fait, Paris n'a plus de capacité d'autofinancement et la spirale de l'endettement à un certain moment devient irrépressible. La mairie de Paris a fait le choix de l'investissement, c'est vrai, mais elle a surtout fait le choix de l'investissement pas très judicieux, et la masse salariale est mal contrôlée. La productivité des agents municipaux est dans l'ensemble assez faible. Les techniques de gestion sont, semble-t-il, assez archaïques. Alors forcément, dans ces conditions, la stratégie d'attractivité qu'Anne Hidalgo voudrait déployer a fort peu de chances de réussir. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas les moyens d'entretenir correctement une ville, cette ville, vous ne pouvez pas la vendre comme étant très attractive, même quand elle est aussi belle que Paris. Après le vote du Brexit, Anne Hidalgo avait déclaré vouloir faire de Paris la première place financière européenne. Mais, avait-elle ajouté dans le style qui n'appartient qu'à elle, dans le cadre d'une finance naturellement éthique et innovante. Alors en fait, il n'y aura pas d'éthique innovante et finance, rien. Il n'y aura pas non plus de première place financière européenne. Il suffit de prendre le TGV pour aller de Londres à Paris et d'arriver gare du Nord. Et regardez ce que voient les gens qui arrivent gare du Nord à Paris. Vous croyez que ça va leur donner envie de s'installer à Paris je veux dire, moi je suis parisien un tiers du temps à peu près, donc je vois les choses, si vous voulez, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qui reste, puisque bon, les finances vont mal, l'attractivité réelle est faible, la ville se dégrade, bien, ce qui reste de concret de la gestion de la gauche à Paris, bon d'abord c'est une certaine forme de clientélisme, de communautarisme. Alors, ça, cela dit, on n'a pas de raison de jeter la pierre particulièrement à la gauche parisienne. La droite faisait exactement la même chose. La différence, c'est que c'est pas les mêmes clientèles. Bon. Ce clientélisme se traduit parfois d'ailleurs avec la gauche, c'est la spécificité, par des budgets de subventions en inflation, avec là j'ai relevé donc, parmi les exemples donnés par M. Routhier et Mme Lebrun, par exemple 4 000 € à l'association Lire en Afrique pour la création d'une bibliothèque à Dakar. Comme quoi, il faudra que j'arrête de dire des bêtises. Bah, si les Africains lisent, la preuve, on leur a payé une bibliothèque. 10 000 € pour l'organisation du festival Sarajevo sur scène par le European Grassroots Anti-Racist Movement. Et 3 500 € pour le Festival international du film lesbien qui proposait un guide du fisting présenté comme une rencontre entre le porno queer et l'éducation sexuelle. Bon, ça c'est vrai qu'avec les Tibéri, on n'avait pas droit à ça, quoi. Enfin, sinon, bon, c'est tout ça, c'est j'achète des clientèles, je me fais des copains à gauche, à droite, bon. Ce clientélisme se double aussi d'un certain communautarisme, alors dirigé très clairement vers les gays, vers la communauté homosexuelle. Les journalistes racontent que, bon, visiblement, ils ont de bonnes relations avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Hein. Je pense que le livre leur a pas été commandé, mais enfin que NKM était bien contente de les voir l'écrire. Et que NKM leur a raconté qu'elle s'était amusée au cours d'un conseil de Paris à compter les hétéros masculins et qu'elle s'est aperçue que ça tenait sur les doigts d'une main, quoi. C'est-à-dire que... je vous fais pas un dessin, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a une certaine tendance aussi à essayer de faire venir des
des populations issues de la banlieue, souvent des personnes issues de l'immigration subsaharienne ou nord-africaine, à les loger dans des logements sociaux parisiens, mais naturellement parce que ça fera de l'électorat captif, pense-t-on, pour la gauche parisienne. Mais là, encore une fois, c'est tellement prévisible. Et on ne peut pas imputer ça spécifiquement à Anne Hidalgo. Les mairies de gauche font ça un peu partout en France. Bon. Ce qui est plus intéressant dans le trajet d'Anne Hidalgo, ce sont ses relations avec les grands oligarques français. Elle a confié l'ancien musée des arts et traditions populaires à Bernard Arnault pour 50 ans et pour une redevance annuelle très basse, en échange de quoi, il est vrai, LVMH a investi 158 millions pour la réhabilitation du bâtiment. Mais enfin, tout de même, au dire de M. Routhier et de Mme Lebrun, LVMH a fait dans l'histoire une très très bonne affaire. Et un certain Nicolas Bonnet-Ouladj, un élu communiste au Conseil de Paris, a d'ailleurs déploré à cette occasion l'absence d'appel d'offres. Madame Hidalgo a aussi annoncé avec François Pinault la création d'un lieu d'expo permanent de la collection Pinault d'art contemporain à la Bourse de commerce. Là encore, concession de 50 ans soumise à une mini-redevance. En fait, le domaine d'excellence d'Anne Hidalgo, c'est la communication. Elle fait pas grand-chose bien, j'ai l'impression, mais la communication, ça, c'est son truc. Comment ça se fait qu'elle soit bonne en communication, alors qu'en fait, manifestement, elle n'est pas très douée dans la relation interpersonnelle, elle n'est pas tellement capable d'empathie. Eh bien, tout simplement, elle joue sur une spécificité psychologique, elle est nos limites. Anne Hidalgo est nos limites, elle n'a aucune pudeur. Elle n'a aucun problème à être totalement indécente. Je pense que c'est une authentique psychopathe et qu'elle n'est pas capable de honte, en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'elle est parvenue là où elle est parvenue en grande partie. Alors, Monsieur Routhier et Madame Lebrun donne des exemples de ça, donne des illustrations de cette capacité d'Anne Hidalgo, si vous voulez, à oser ce que des personnes normales ne peuvent pas oser. D'abord, elle est championne du monde, toute catégorie de langue de bois. Avec elle, tout est équitable et solidaire, éco-responsable. Paris est une ville-monde, écologique et bienveillante. Et elle est très forte pour enrober des propos communautaristes ou clientélistes derrière cette langue de bois. Par exemple, elle va à Tel Aviv et elle déclare que le point fort de Tel Aviv, c'est d'être gay-friendly, car c'est une smart city qui se doit d'être tolérante, blabla. Donc comment réussir en une seule phrase à se faire bien voir des juifs, des homosexuels et des universalistes bien pensants. Quand le maire de Londres est un musulman, M. Sadiq Khan, elle va lui rendre visite et elle déclare qu'en tant que premier maire musulman d'une grande capitale européenne, progressiste, humaniste et démocrate, blablabla, il est un exemple pour tous. Alors là, c'est une seule pierre, les humanistes bien pensants, les multiculturalistes en transe et les musulmans. Électorat en croissance, il faut penser à soigner. Ce côté no limite, on va le retrouver aussi dans la capacité amusante d'Anne Hidalgo à jouer des coudes pour se mettre en avant. Par exemple, en 2016, on a un communiqué de la mairie de Paris qui présente Madame le maire comme, je cite, accrochez-vous, la leader mondiale des maires les plus influents représentant ensemble 650 millions de citoyens et dont les territoires génèrent 25% du PIB mondial. Ah, c'est impressionnant, hein. Bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Figurez-vous que Anne a gagné une élection. C'est la première fois que ça lui est arrivé dans la vie. Mais en même temps, c'était pas une vraie élection, c'était juste devant ses pairs au sein du Cities Climate Leadership Group, un réseau regroupant 85 métropoles soucieuses de leur environnement. Et en plus, elle était la seule candidate parce que c'est une présidence tournante
par continent, il avait été entendu que ça serait Paris qui présiderait. Bon voilà, en fait c'est un réseau d'échanges et de savoir, un truc très à la mode dans les classes dirigeantes parasitaires, parce que ça permet en gros de faire des notes de frais sans assumer de responsabilité. Et c'était son tour de présider ce comité Théodule. Mais alors c'est devenu la leader mondiale des maires les plus influents, vous voyez. Nos limites encore dans la façon dont elle a présenté son action sur la question des migrants. Une action qui s'est résumée en fait à mettre en place un petit centre de 600 lits pour dire que Paris accueillait des migrants pendant une semaine, il paraît qu'il y en a 80 par jour de plus dans Paris, je ne sais pas comment on a compté, que pendant une semaine, voilà, on les logeait là. Donc Anne a mis ça en scène, elle s'est bien montrée, elle a tenu des beaux discours, et puis après les migrants en question, bien sûr, la charge concrète retombe sur la gueule de l'État. Mais ça, c'est pas le problème d'Anne. Elle est là pour se mettre en scène. Nos limites encore, quand il faut par contre aller donner des gages à la gauche radicale, hop, on voit Anne se ramener à Madrid pour poser à côté de son homologue Manuela Carmena, de Podemos. Donc Anne n'a aucun problème, si vous voulez, à aller poser à la gauche radicale à côté de quelqu'un donc qui vient de Podemos, pour revenir ensuite à Paris et reprendre ses petites affaires avec ses amis Bernard Arnault et François Pinault, quoi. C'est pas un problème. Hein. C'est comme ça, il y a des gens qui sont nos limites. Mais je trouve, ah oui, la plus belle histoire, hein, c'est celle-là. Je pense que ça résume la personne en quelques secondes. Manifestation à Paris en 2015 suite à l'attentat de Charlie Hebdo. Donc les dirigeants sont mis dans un coin, dans une petite rue, pour prendre les photos, et on fait comme s'ils étaient en tête du cortège, en fait c'est pareil, mais c'est pas grave, on est dans la mise en scène. Et Anne parvient à se glisser là, au milieu de tous les chefs d'État, etc., et elle s'accroche au bras de Juncker pour piloter à travers le cortège, et pour aller tout sourire poser à côté de Bibi Netanyahou. Nos limites. Nos limites encore dans son arrogance. Il faut savoir que cette farouche combattante anti-bagnole a pour son usage personnel 2 voitures électriques plus une thermique. Une petite anecdote qui en dit long aussi sur son côté je motorise tout. Pour les 25 ans d'Euro Disney, cérémonie chez Mickey, on prend une photo avec Mickey, et puis sur la photo, il y a la présidente de la région, Valérie Pécresse, et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Eh bien, Anne Hidalgo a fait recadrer la photo pour être seule avec Mickey. Voilà. Ça, c'est Anne Hidalgo, c'est son talent de communication. Ce talent de communication vient tout simplement du fait, j'en suis persuadé, que c'est une psychopathe sans affect en réalité. Pour moi, en fait, Anne Hidalgo, si vous voulez, elle est très représentative du phénomène dont on a déjà parlé dans une note de lecture que j'ai faite il y a quelques mois, sur un livre qui s'intitule « La ponérologie politique ». Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ceux qui veulent en savoir plus pourront cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description. Schématiquement, il s'agit d'un livre où l'auteur, M. Lobachevsky, explique que dans les sociétés humaines, il y a un cycle qui fonctionne, le cycle qu'il appelle ponérogénique, ça veut dire de génération du mal. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que les sociétés ont tendance naturellement à dériver vers la prise du pouvoir par des personnes atteintes de pathologie mentale, en réalité, de pathologie mentale favorisant l'agression de leurs semblables, dans les phases en quelque sorte où on peut se permettre cette dérive, parce qu'à la base ça va bien. Et puis la dérive en question va finir par déstabiliser la société, par en dérégler la gestion, au point que la société va tomber malade, et qu'ensuite, en quelque sorte, le mal va expulser le mal, c'est-à-dire que le mal va faire tellement de dégâts qu'il va y avoir des réactions qui vont se produire dans la population saine, et que petit à petit, la population saine va apprendre à repérer et à expulser les personnes qui s'emparent du pouvoir en jouant en réalité non pas sur leur qualité, mais sur leur pathologie.
Je pense qu'avec Anne Hidalgo, on est dans ce syndrome-là. Alors évidemment, ça prend une forme qui est un petit peu nouvelle, qui ne correspond pas aux formes ponérogéniques du passé, parce que nous sommes dans une société d'un type nouveau, et en particulier, nous sommes dans une société où on a atteint, dans une très large mesure, l'égalité entre les sexes, et ça concerne aussi le mécanisme ponérogénique, c'est-à-dire que jusqu'à une date récente à l'échelle de l'histoire, comme les femmes étaient relativement exclues du champ politique, pas partout, pas tout le temps, mais la plupart du temps dans la plupart des endroits, elles étaient aussi exclues des mécanismes ponérogéniques. Bon, avec Anne Hidalgo, on peut vérifier que, c'était assez prévisible, dès lors que les femmes sont égales, dès lors qu'elles sont elles aussi incluses dans le champ politique, elles vont être happées dans les mécanismes ponérogéniques et on va retrouver des sociopathes essentiels, des personnes dénuées d'affect, au poste de commande qui se trouveront être aussi des femmes. La prochaine vidéo sera un petit format court, je pense, qui va être consacré à la question de l'insurrection. Une petite réflexion au passage. Et puis, sinon, il y aura une vidéo un peu plus longue et structurée, ce sera une note de lecture qui va suivre. J'ai eu envie de m'intéresser à un texte, à l'auteur sulfureux, La doctrine du fascisme, de Benito Mussolini, histoire de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que le fascisme. J'ai remarqué qu'on vit dans un pays formidable où tout le monde traite tout le monde de fasciste. Je ne sais pas si en France, il reste encore un mec qui ne s'est pas fait traiter de fasciste. Donc on va regarder ce que c'était réellement que le fascisme, défini par des mecs qui étaient quand même assez bien placés pour en parler, a priori. Et ensuite, on regardera dans la société française qui correspond vraiment à la description, et vous allez voir, surprise. Et je vous dis donc, à bientôt!